un groupe de héros affrontait un puissant dragon. Malgré leur nombre, ils n'arrivaient même pas à le blesser. Au contraire, la situation devenait de plus en plus dangereuse. Dennis, lui, ne pouvait pas combattre. Son rôle était de rester en arrière pour fournir un soutien de soins. Le capitaine Vigo réussit à blesser secrètement l'œil du dragon, ce qui provoqua sa fureur et le poussa à déchaîner une gigantesque attaque de foudre. En conséquence, le groupe le plus puissant du monde, Silverwing, échoua dans cette mission. Une réunion fut immédiatement convoquée. Vigo rejeta toute la faute sur Dennis, affirmant que c'était lui qui avait utilisé Astérisque Voix de l'Effroi, ce qui avait fait fuir le dragon, ruinant ainsi leur unique chance de le vaincre. Furieux, Dennis répliqua « C'est toi qui m'as ordonné de l'utiliser !» Mais Vigo nia avoir donné un tel ordre. L'objectif de la mission était de vaincre le dragon des cavernes et de récupérer ses composants rares, mais le dragon était devenu subitement incontrôlable, mettant tout le monde en danger. C'est pourquoi Vigo avait dit à Dennis d'utiliser Voix de l'Effroi pour le faire fuir. C'est précisément pour cette raison que la mission avait échoué. Mais désormais, Vigo tentait de tout lui faire porter, l'accusant même d'être un espion envoyé par une guilde rivale. Il alla jusqu'à suggérer d'exclure Dennis de Silverwing. Personne ne s'opposa à cette idée, alors Dennis supposa que tous étaient d'accord. Vigo déclara « Un cuisinier comme toi n'aurait jamais dû faire partie de cette équipe. » En entendant cela, Dennis se mit en colère et le défia de régler ça par un combat. Vigo répondit « Silverwing est réservé aux vrais combattants. Bretteurs aguerris, mages guérisseurs et chevaliers lourds comme moi. Autrement dit, des classes dignes de ce nom. Ta présence ici était une erreur. Nous sommes tous au niveau 99, mais un simple cuisinier comme toi n'a pas sa place parmi nous. » Dennis ravala sa colère et partit. Il n'avait plus aucune raison de rester. Après avoir rassemblé ses affaires, il se prépara à quitter la capitale. Soudain, une fillette le heurta et perdit son ballon. Dennis bondit pour le récupérer et le lui rendit. « Si c'est important pour toi, ne le lâche plus jamais, d'accord ?» lui dit-il. Vigo observait la scène avec satisfaction. Il avait quelque chose en tête, une manigance. C'est pour cela qu'il s'était débarrassé de Dennis. Cathy, une membre proche du groupe et celle qui avait invité Dennis à rejoindre Silverwing, accourut après lui et lui dit de ne pas partir. Elle n'avait pas assisté à la réunion et ne savait pas ce qui s'était passé. Si Dennis partait, qui s'occuperait de l'alchimie, de la métallurgie et, plus important encore, qui préparerait le dîner? Dennis répondit que d'autres pouvaient le remplacer pour toutes ces tâches. Cathy dit que depuis que Dennis avait rejoint leur groupe, ils avaient pu explorer des donjons dangereux beaucoup plus facilement. On les appelait désormais le groupe le plus puissant du monde, mais personne ne réalisait que Dennis était le héros silencieux qui protégeait la ligne arrière. Elle ne voulait pas perdre un camarade aussi formidable et le supplia de préparer au moins un dernier dîner avant de partir. Dennis demanda « La nourriture, c'est tout, ce à quoi tu penses ?» Cathy demanda sérieusement ce qu'il comptait faire ensuite. Dennis répondit qu'il allait cuisiner et ouvrir son propre restaurant. Cathy se blâma de ne rien avoir pu faire, même si c'était elle qui l'avait invité à rejoindre le groupe. Il la remercia de l'avoir fait entrer dans Silverwing. Ils s'entendèrent bien tous les deux, mais Vigo s'intéressait à elle, alors il ne devait probablement pas apprécier cela. Il lui fit ses adieux, mettant ainsi fin à sa vie d'aventurier. Mais sa vie de chef ne faisait que commencer. Il se rendit au marché pour acheter des ingrédients et commencer à préparer l'ouverture de son restaurant. Il trouva un réfrigérateur plutôt correct. Le vendeur le présenta comme un objet magique appelé boîte à glace, capable de garder les aliments au frais sans utiliser de glace, un indispensable pour tout restaurant. Dennis était sur le point de l'acheter, mais il se souvint qu'il devait d'abord consulter son guide du restaurateur débutant. Il devait garder ses dépenses initiales aussi basses que possible. Comme il maîtrisait la magie de glace, il décida de ne pas acheter la boîte à glace. Pour éviter d'autres erreurs, il lut tout le livre et suivit ses instructions à la lettre. Il devait d'abord acheter un bien abandonné à bas prix et le rénover. Ensuite, établir des liens avec des distributeurs alimentaires locaux. Puis, acheter les équipements de cuisine essentiels. Une fois tout ce dont il avait besoin réunis, Dennis se sentit enthousiaste. Son rêve d'enfance devenait enfin réalité. Il ne lui restait plus qu'à engager du personnel de service. Il ne pouvait pas cuisiner et servir en même temps. Par coïncidence, il tomba sur une fille vendue aux enchères non loin de là.
Elle avait autrefois été une noble issue d'une famille prestigieuse. Cease Parents avait perdu une lutte de pouvoir politique et avait été exilée. Elle avait erré de lieu en lieu jusqu'à finir ici. Cease trait noble la rendait désirable aux yeux de beaucoup d'hommes. Bien qu'encore jeune, elle était destinée à devenir une grande beauté. On pouvait l'utiliser pour toutes sortes de choses. Denny voulait l'aider, mais il savait qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde. S'il continuait à se mettre en colère face à toutes les injustices du monde, il ne survivrait pas, peu importe combien de vies il avait. Les enchères commencèrent à 100 000 pays. Les mises montèrent jusqu'à 800 000 pays. Dennis proposa soudain 1 million, surprenant tout le monde. Mais le vendeur de la boîte à glace surenchérit avec 2 millions, disant que la fille était mignonne et qu'il s'occuperait bien d'elle. Dennis vit le regard pervers sur son visage et ne voulait pas que la fille tombe entre de telles mains. Il continua à surenchérir. Son adversaire étant riche, Dennis dut dépenser toutes les économies qu'il avait accumulées au fil du temps pour remporter l'enchère. En voyant son état, il lui acheta des vêtements. Quand ils eurent fini leurs achats, il était déjà le soir. Il lui dit de rester près de lui, sinon elle se perdrait. La fille, marchant comme une poupée sans vie, se retrouva séparée de lui. En regardant autour d'elle, elle ne voyait pas son nouveau maître. Les souvenirs de son passé terrible refirent surface, ce qui la rendit triste. Son esprit commença à se vider jusqu'à ce qu'elle entende Dennis l'appeler. Il avait supposé qu'elle le suivait et ne s'était pas rendu compte qu'il allait trop vite. Il s'excusa d'avoir marché si vite. Elle lui demanda pourquoi il l'avait acheté. Il répondit qu'il n'y avait pas de raison particulière. Il s'était juste souvenu de quelque chose du passé. Il lui demanda son nom. Elle se présenta sous le nom d'atelier et l'appela Dennis Sama, ce qui le mit un peu mal à l'aise. Il lui dit qu'elle pouvait se passer des honorifiques inutiles. Atelier, si elle voulait rester, elle pouvait vivre à l'étage, ou bien partir si elle le souhaitait. Cela surprit Atelier. À ce moment-là, son ventre gargouilla de faim, donc le meilleur choix était de rester. Denny lui prépara un plat simple, du riz frit aux œufs. Les ingrédients étaient variés, mais il choisit le bœuf comme source de protéines. Après avoir ajouté les œufs et le riz, il commença à mélanger, puis incorpora le bœuf et les oignons. Observer Dennis cuisiner apporta à Atelier un apaisement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Toutes ses inquiétudes disparurent. Lorsqu'il termina, il lui servit le plat. Dès la première bouchée, les saveurs la submergèrent. Elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux, et des larmes de bonheur coulèrent le long de ses joues. Elle avait dû beaucoup souffrir. Dennis ne savait pas ce qu'elle avait traversé, et si elle ne voulait pas en parler, il ne poserait pas de questions. Elle finit par s'étouffer à force de manger trop vite. Le lendemain, Atelier aida Dennis de son plein gré. Puisqu'elle avait choisi de rester, Dennis lui acheta une autre tenue plus adaptée au travail. En plus d'aider à nettoyer le restaurant, elle aidait aussi Denny à évaluer ses plats. Tous deux se rapprochèrent peu à peu. Même si elle ne parlait pas beaucoup, elle commença à exprimer ses émotions à travers des sourires. Après quelques jours, ils terminèrent l'aménagement intérieur du restaurant. Denny était aux anges. Son métier de rêve était sur le point de commencer. De l'extérieur, le restaurant semblait simple, mais à l'intérieur, il était propre et magnifique. Le restaurant à thème aventurier était désormais ouvert. Atelier serait le visage du restaurant pour attirer les clients. Même s'il n'avait pas encore eu le moindre client, elle paraissait très enthousiaste. En repensant à toutes ces préparations, Dennis se sentait fier. Il se demandait qui serait le premier client. Il était certain de rendre n'importe qui accro à sa cuisine dès la première bouchée. Mais surtout, il devait gagner de l'argent. Il n'en avait plus du tout. À ce moment-là, un invité en armure entra. En entendant cela, la cliente répondit qu'elle ne pouvait pas se permettre un tel repas. Mais Denny insista. Il ne laisserait jamais sa toute première cliente manger un plat médiocre. Il lui dit de profiter de son katsudon. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua le timbre de sa voix et comprit qu'il s'agissait d'une femme. Il s'avéra qu'elle avait été exclue de son groupe d'aventuriers uniquement parce qu'elle était une femme. Il disait que les épéistes féminines étaient faibles et ne faisaient que causer des problèmes, donc elles n'avaient pas leur place dans une équipe. La jeune fille était furieuse. Quel rapport y avait-il entre le genre et les compétences? Denny était tout à fait d'accord avec elle. Elle expliqua qu'elle était au niveau 23, largement qualifiée pour le travail.
De plus, elle avait entendu dire que le bataillon Astérisque Silverwing Astérisque comptait une épéiste parmi Zéhéran, une femme qui attaquait toujours la première et portait des coups critiques à chaque fois. Une épéiste légendaire, malgré le fait qu'elle soit une femme. Bien sûr, Denny la connaissait bien. Elle lui avait d'ailleurs souvent causé des ennuis à l'époque où il faisait encore partie de Astérisque Silverwing Astérisque. Aujourd'hui, la jeune femme cachait son véritable genre dans l'espoir de trouver un nouveau groupe, mais aucun ne l'accepterait si elle ne se révélait pas. Alors qu'elle se demandait quoi faire, elle était presque à court d'argent. Denny apporta le plat et lui dit « Astérisque, tu te sentiras mieux après avoir mangé quelque chose. » Elle répéta qu'elle ne pouvait pas payer ce repas. Denny lui répondit qu'elle pourrait rapporter l'argent un autre jour et lui conseilla de manger tant que c'était chaud. Elle le remercia et goûta une bouchée. C'était si bon qu'elle n'arrivait plus à s'arrêter. Elle déclara qu'elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux de toute sa vie. Denny était heureux qu'elle se régale et espérait qu'elle deviendrait une cliente régulière. Elle promit de venir chaque jour dans son restaurant, mais d'abord, elle devait trouver un groupe et gagner un peu d'argent. Denny lui dit qu'il demanderait à d'autres clients s'ils avaient besoin d'une épéiste. À ces mots, la jeune fille fut remplie de joie. Comme il serait difficile de rester en contact autrement, Denny lui conseilla de repasser souvent au restaurant pour avoir des nouvelles. Plus tard, d'autres clients firent des commentaires. La nourriture était si bonne qu'elle leur donnait envie de pleurer. Ils se demandaient « Mais quel genre de restaurant est-ce que c'est ?» Ils furent également ravis par la présence d'une jeune serveuse adorable, la comparant à une petite mascotte trop mignonne. Alors qu'ils cuisinaient, Denny surprit un groupe d'aventuriers en train de discuter d'une prochaine expédition dans un donjon. Il leur demanda s'ils avaient besoin d'une épéiste. Il voulait leur présenter une bretteuse talentueuse et très mignonne. Ils ne refusèrent pas. Ils cherchaient justement un épéiste. Ce soir-là, la jeune fille revint et Denny, tout joyeux, lui annonça qu'il avait trouvé un groupe pour elle. Elle lui promit de le rembourser dès qu'elle recevrait sa première récompense. Cependant, Denny la mit en garde. Il ne connaissait rien de ce groupe. Mais elle répondit que ce n'était pas grave. Astérisque, si on s'inquiète du moindre détail, on ne pourra jamais rien faire. Elle mangea le repas préparé par Denny avec un air ravi, se promettant de gagner beaucoup d'argent pour le rembourser. Elle termina son plat, le ventre plein, et s'en alla. C'étaient probablement les derniers clients de la journée. Une ouverture exceptionnelle pour le restaurant. Pendant que 2 autres clients mangeaient, ils discutèrent des nouvelles récentes. Il paraîtrait qu'un groupe recrute des aventurières en solo, pour ensuite les agresser dans les profondeurs du donjon. Ils les emmènent si loin qu'elles ne peuvent plus retrouver la sortie toutes seules. Puis, après avoir abusé d'elles, ils les abandonnent là-bas. Après quelques fois, ils changent de ville pour recommencer ailleurs. Denny fut profondément inquiet en entendant cela. Le lendemain matin, la jeune fille, Henrietta, rencontra le groupe que Denny lui avait recommandé. Ils se présentèrent à elle. Steele, un épéiste léger. Marmuk, un soigneur. Handok, un archer. Caritoba, un mage. Steele était le chef nominal, mais il ne fonctionnait pas selon des rangs. Ils lui dirent de se détendre. Ils expliquèrent qu'il s'agissait simplement d'une mission de collecte. Entrer dans le donjon, ramasser quelques objets, puis sortir. Ils ne précisèrent pas ce qu'ils allaient ramasser, disant qu'ils expliqueraient cela une fois à l'intérieur. Henrietta ne voulut pas poser trop de questions, de peur de créer des tensions, alors elle se contenta de suivre le groupe. Elle élimina les monstres d'un seul coup, démontrant toute la puissance d'une épéiste lourde, ce qui les rassura. Pour la première fois, elle avait l'impression qu'un groupe lui faisait vraiment confiance. Elle, qu'on avait toujours sous-estimée parce qu'elle était une femme. Elle se dit qu'elle se sentirait bien avec ce groupe. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le donjon et rencontrèrent un golem qu'elle vainquit également seule. Elle continua à éliminer les monstres pendant que ses coéquipiers restaient là, à la regarder sans intervenir. Finalement, elle fut épuisée, au point de ne plus pouvoir marcher. Elle demanda combien de temps il restait, car ils étaient déjà très loin à l'intérieur. Steele lui répondit « On y est presque. Encore un petit effort. » Ils l'emmenèrent dans une salle remplie de cristaux bleus lumineux, appelés cristaux de mémoire. C'était cela qu'ils étaient venus chercher. Henrietta était tellement exténuée qu'elle ne pouvait même plus se tenir debout. Steele dit à Marmok de lancer un sort de soin,
Mais ce fut en réalité un sort d'étourdissement. Ils se moquèrent d'elle, la traitant d'idiote. On l'a juste un peu flattée, et la voilà déjà qui prend la grosse tête. Ils dirent qu'ils la relâcheraient après qu'elle leur aurait servi pendant 1 heure. Ils la réétourdiraient ensuite, et avec un peu de chance, quelqu'un viendrait peut-être la sauver. Henrietta regretta amèrement de ne pas avoir écouté l'avertissement de Dennis. « Si seulement j'avais été plus prudente dès le départ, » pensa-t-elle, « j'aurais peut-être remarqué que quelque chose clochait. » Elle appela à l'aide, désespérée, mais ils lui répondirent « Personne ne t'entendra ici. » Alors qu'il commençait à lui retirer son armure, un bruit retentit. Un homme musclé, tenant 2 couteaux de cuisine, apparut. Ils crurent que c'était un monstre. Quel aventurier entrerait dans un donjon armé de couteaux de cuisine? Ils n'avaient jamais vu un monstre pareil. Steele demanda à Kalitoba de lancer un sort de détection pour identifier son point faible, mais cela ne fonctionna pas. Le niveau de la créature était bien trop élevé, le sort ne pouvait pas l'analyser. Le monstre les attaqua, les terrorisant au point qu'ils ne purent même pas fuir. Henrietta remarqua alors la manière étrange dont l'homme se déplaçait, comme un chef cuisinier professionnel. Le lendemain, elle retourna au restaurant de Denny et lui raconta tout. Un homme musclé l'avait sauvée, et quand elle s'était réveillée, elle se trouvait dans le salon de la Guilde des aventuriers. Elle n'avait même pas eu l'occasion de remercier cet homme mystérieux aux 2 couteaux de cuisine. Denny comprit à quel point cette expérience avait été terrible pour elle. Elle ajouta que les hommes qui l'avaient agressée avaient été retrouvés inconscients, attachés avec des cordes et laissés à l'entrée du donjon. La Guilde avait ouvert une enquête et découvert qu'ils faisaient tous partie d'un groupe criminel, tous recherchés par les autorités. Elle déclara que tout cela lui semblait irréel, comme un rêve, mais que c'était une leçon. Elle devait faire bien plus attention avant de rejoindre un groupe. Dennis admit que c'était en partie sa faute. Il aurait dû se renseigner davantage sur eux. Henrietta lui dit de ne pas se blâmer. Il essayait seulement de l'aider. Il lui demanda ce qu'elle voulait manger aujourd'hui, mais elle répondit qu'elle n'avait pas d'argent. Il lui dit que ce n'était pas grave, qu'elle pouvait commander ce qu'elle voulait. 2 autres clientes habituées arrivèrent à ce moment-là. Denny leur demanda d'aller chercher leur propre eau, car Atelier était en train de dîner. En attendant leur repas, les 2 filles lui demandèrent « Pourquoi tu n'étais pas ouvert hier ?» Il s'excusa, expliquant qu'il avait eu quelque chose à régler. Pendant ce temps, Henrietta commença à remarquer la carrure de Denny, ses muscles, et soupçonna doucement qu'il était en réalité celui qui l'avait sauvé la veille. Le lendemain, de retour au restaurant, Henrietta tente une nouvelle fois d'attirer l'attention du propriétaire pour discuter un peu, mais il est tellement absorbé par son travail qu'il la coupe presque, juste pour lui demander ce qu'elle va prendre aujourd'hui. Après quelques secondes de réflexion, la chevalière commande les ramen du sorcier. Ce n'est qu'après avoir pris sa commande que le cuisinier laisse paraître qu'il l'avait bel et bien écoutée. Henrietta voulait savoir si elle devait recommencer à cacher son genre lors de ses prochaines aventures. Le chef lui répond alors qu'elle devrait faire les choses à sa manière, car c'est la seule façon d'être vraiment elle-même. Touchée par ces paroles, Henrietta se précipite à l'arrière du restaurant pour retirer toute son armure. Avant de revenir en salle, elle médite sur une chose. Quand les gens commettent des erreurs, ils commencent à craindre d'en refaire et finissent parfois par oublier qui ils sont vraiment. Mais plutôt que de céder à cette peur, la jeune femme réapparaît dans sa tenue véritable, s'autorisant enfin à montrer son vrai visage. Voyant cela, Atelier lui fait un signe de pouce levé et Denny lui adresse un sourire approbateur. Pendant ce temps, quelqu'un s'approche de la porte du restaurant. À l'intérieur, la guerrière savoure chaque bouchée de ses nouilles, le bonheur clairement lisible sur son visage. Après tout, les conseils de Denny l'avaient profondément touchée. Il faut dire que les mots d'un chef talentueux ont un goût bien particulier. Et justement, Dennis change soudainement de ton. Puisqu'elle a réussi à tout dévorer, il veut savoir si elle compte rejoindre une nouvelle équipe et reprendre les missions. Henrietta tente d'esquiver la question, alors le chef devient plus direct, évoquant la note qu'elle lui doit. C'est alors qu'une personne très jeune entre, s'installe au comptoir et ouvre le menu, interrompant brièvement l'échange entre Henrietta et Dennis. Le propriétaire salue le nouveau venu, bien qu'il soit incapable de dire s'il s'agit d'un garçon, d'une fille, ou peut-être des 2. De son côté, Henrietta ne peut s'empêcher de penser à quel point cet enfant est beau.
Évitant tout pronom, Denise demande qu'on l'avertisse lorsque le client sera prêt à commander. L'enfant demande alors ce qu'il y a de bon à manger. « Tout est bon », répond Denise. Mais l'enfant trouve que c'est probablement la réponse la plus inutile du monde, sans se démonter. Le chef propose alors un katsudon bien riche, mais l'enfant n'a pas envie d'un plat à base de riz. Henrietta suggère des pâtes à la place, quelque chose comme un spakatsu, mais l'enfant trouve que ça semble trop lourd. La guerrière essaie une autre proposition, mais ce gamin est décidément difficile à satisfaire. Denny perd alors patience et manque de s'en prendre au client, obligeant Henrietta à le retenir de justesse. De son côté, Atelier donne un léger coup de coude à l'enfant et lui souffle qu'un bon riz sauté, c'est toujours une valeur sûre dans ce genre de situation. Le choix étant fait, Denny retrouve son entrain habituel et se met au fourneau, préparant le plat avec ses fameuses touches magiques. Peu après, il sert une superbe assiette de riz sauté façon pancake. Sans attendre, l'enfant attrape une crevette posée sur le dessus et tombe instantanément amoureux du goût. Après cela, Dennis demande si l'enfant voulait parler de quelque chose, car en entrant, il avait l'air de quelqu'un qui avait besoin de se confier, puisqu'il l'a lui-même mentionné. L'enfant finit par avouer que tout le monde autour de lui est irrémédiablement limité d'esprit. Il ne pense qu'à terminer une quête et encaisser la récompense, sans aucune ambition de devenir un groupe de haut niveau. C'est ce que l'enfant ne supporte pas. Ces faux aventuriers qui ne font que jouer à faire semblant, c'est impardonnable. Le problème, c'est que lorsqu'il a exprimé cette vérité à son ancien groupe, il s'est fait jeter dehors. Mais c'est exactement ce qu'il voulait. Pas question de rester avec des gens aussi superficiels. À la place, un jour, il rejoindra les ailes d'argent et deviendra le plus grand mage de tous les temps. Pas vraiment d'humeur à écouter ce discours, Dennis lui conseille de redescendre un peu sur terre, sinon il finira tout seul. Car un véritable aventurier, c'est d'abord son équipe, pas juste son talent individuel. Le jeune mage est d'accord, tant que l'équipe en question est assez forte pour suivre son rythme. Le repas terminé, l'enfant paie l'addition, laissant même la monnaie alors qu'il avait déjà réglé le montant exact, puis se présente Vivia Strange. Et il promet de revenir manger de ce riz sauté aux crevettes. Et effectivement, dès le lendemain, Vivia est de retour, attendant pendant que Denny prépare des crevettes sautées pour le déjeuner. Cette fois, Vivia annonce avoir décidé de rejoindre le groupe le plus fort de la région, la troupe de la brume nocturne. Après tout, quand on est aussi fort que Vivia, on devient vite astérisque populus astérisque. Dennis le corrige. Le mot qu'il cherche, c'est astérisque populaire astérisque, pas astérisque populus astérisque, et lui demande si l'équipe est vraiment à la hauteur de ses capacités. Vivia n'en est pas sûre, mais a une confiance totale en son propre potentiel. Il est persuadé qu'il suffit qu'on lui donne une chance pour qu'il puisse tout prouver. Denny constate que ce gamin ne manque décidément pas de feu sacré. Alors que Viviane attend avec impatience le jour où il rejoindra enfin l'aile d'argent, le repas est bientôt servi, et une fois de plus, il est enchanté par la nourriture. Le petit mage se demande à voix haute s'il aura un surnom stylé lorsqu'il intégrera l'aile d'argent, quelque chose comme le mage noir ou un nom du genre. Dennis pense en lui-même qu'il est bien plus probable qu'on appelle ce petit gars le garçon au riz sauté, mais même si Viviane est égocentrique, le chef admire sa volonté de s'améliorer du moment qu'il trouve une équipe fiable avec laquelle progresser. Un jour, ce gamin deviendra un aventurier digne de confiance. Denny lui demande quand aura lieu sa première mission avec sa nouvelle équipe, et Viviane explique que demain, ils iront récolter des matériaux rares de synthèse au 5e étage du donjon. Un peu inquiet, Denny utilise sa capacité d'analyse et découvre que Viviane est au niveau 17, ce qui est vraiment élevé pour quelqu'un de son âge, mais le niveau recommandé pour accéder au 5e étage est d'au moins 30. Gardant cela à l'esprit, Dennis lui demande si ce n'est pas un peu profond pour lui, mais Viviane est certain que tout se passera bien, surtout puisque les membres d'élite seront là pour le soutenir. En entendant cela, Dennis pense que le gamin a probablement lu des choses sur des sorts avancés et croit maintenant pouvoir les utiliser en vrai combat. D'après le chef, le niveau d'une personne est essentiellement une mesure du nombre et de la qualité des compétences qu'elle a acquises. La raison pour laquelle les statistiques de base augmentent à chaque niveau, c'est parce que les compétences déjà maîtrisées deviennent plus pointues et elles sont presque toujours actives. Donc, si Viviane a réellement maîtrisé plusieurs compétences avancées,
C'est étrange que son niveau n'ait pas augmenté en conséquence. Avec cela en tête, Denny essaie de faire voir au mage ses propres limites. Mais Viviane insiste sur le fait que le chef ne pourrait jamais comprendre ce que ça fait d'entrer dans un donjon. C'est un sentiment que seuls les aventuriers peuvent connaître. Mais Denny se rappelle très bien de la dernière fois où il a atteint le 37e étage. Quoi qu'il en soit, Viviane paie son déjeuner et dit à Dennis que tout ira bien. Il le prévient aussi à l'avance que la prochaine fois, il commandera du riz sauté au crabe. Le lendemain, alors que Dennis marche dans le marché de rue avec Atelier, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Viviane, qui est probablement au 5e étage du donjon en ce moment même. Dennis aimerait arrêter ce gamin, mais il sait que dans le monde des aventuriers... Alors que Viviane attend avec impatience le jour où il rejoindra enfin l'aile d'argent, le repas est bientôt servi, et une fois de plus, il est enchanté par la nourriture. Le petit mage se demande à voix haute s'il aura un surnom stylé lorsqu'il intégrera l'aile d'argent, quelque chose comme le mage noir ou un nom du genre. Dennis pense en lui-même qu'il est bien plus probable qu'on appelle ce petit gars le garçon au riz sauté, mais même si Viviane est égocentrique, le chef admire sa volonté de s'améliorer du moment qu'il trouve une équipe fiable avec laquelle progresser. Un jour, ce gamin deviendra un aventurier digne de confiance. Denny lui demande quand aura lieu sa première mission avec sa nouvelle équipe, et Viviane explique que demain, ils iront récolter des matériaux rares de synthèse au 5e étage du donjon. Un peu inquiet, Denny utilise sa capacité d'analyse et découvre que Viviane est au niveau 17, ce qui est vraiment élevé pour quelqu'un de son âge, mais le niveau recommandé pour accéder au 5e étage est d'au moins 30. Gardant cela à l'esprit, Dennis lui demande si ce n'est pas un peu profond pour lui, mais Viviane est certain que tout se passera bien, surtout puisque les membres d'élite seront là pour le soutenir. En entendant cela, Dennis pense que le gamin a probablement lu des choses sur des sorts avancés et croit maintenant pouvoir les utiliser en vrai combat. D'après le chef, le niveau d'une personne est essentiellement une mesure du nombre et de la qualité des compétences qu'elle a acquises. La raison pour laquelle les statistiques de base augmentent à chaque niveau, c'est parce que les compétences déjà maîtrisées deviennent plus pointues et elles sont presque toujours actives. Donc, si Viviane a réellement maîtrisé plusieurs compétences avancées, c'est étrange que son niveau n'ait pas augmenté en conséquence. Avec cela en tête, Denny essaie de faire voir au mage ses propres limites. Mais Viviane insiste sur le fait que le chef ne pourrait jamais comprendre ce que ça fait d'entrer dans un donjon. C'est un sentiment que seuls les aventuriers peuvent connaître, mais Dennis se rappelle très bien de la dernière fois où il a atteint le 37e étage. Quoi qu'il en soit, Viviane paie son déjeuner et dit à Dennis que tout ira bien. Il le prévient aussi à l'avance que la prochaine fois, il commandera du riz sauté au crabe. Le lendemain, alors que Dennis marche dans le marché de rue avec Atelier, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Viviane, qui est probablement au 5e étage du donjon en ce moment même. Dennis aimerait arrêter ce gamin, mais il sait que dans le monde des aventuriers, toujours en train de causer des problèmes à ses coéquipiers. Prenant son courage à deux mains, Vivia admet qu'il ne sera pas secouru non plus, et que, peut-être, il s'est un peu trop surestimé. Peu importe le groupe dans lequel il se trouve, il provoque toujours des ennuis à cause de son affreux caractère. Les deux trouvent du réconfort dans la similitude de leur situation et ainsi, un lien se tisse naturellement entre eux. Pendant ce temps, devant le restaurant, Atelier balaie le trottoir. Dans le donjon, les gobelins semblent revenir, causant leur vacarme habituel. Face au danger, Vivia élabore un plan. Il va servir d'appât pour attirer les créatures afin de donner à Cynthia une chance de s'échapper. Cynthia est complètement contre cette idée, disant que ce serait insensé qu'il se sacrifie. Mais Vivia insiste. Il ne serait même pas en vie si ce n'était pas pour elle. Pour la première fois de sa vie, Vivia Strange est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. Il a passé toute sa vie à être égoïste, à mépriser les autres, à se croire supérieur à tout le monde. Mais Cynthia l'a sauvé, elle l'a réconforté. Et maintenant, de tout son cœur, il veut simplement qu'elle s'en sorte vivante. Cynthia le supplie d'attendre les secours, mais Vivia a déjà pris sa décision. Il se sacrifiera pour la sauver. Alors, le jeune mage rassemble son courage et toute sa force pour la suite. Il sort du trou dans le mur et fait face aux gobelins, déterminé à tout donner pour offrir une chance à Cynthia.
À mesure que les monstres s'approchent, le mage lance son sort paume, une immense main qui agit comme une barrière pour retenir les ennemis. Mais les gobelins parviennent à forcer le passage après quelques efforts et finissent par se rapprocher dangereusement de lui. Et puis, littéralement, Dennis s'écrase sur les gobelins, pas avec une arme à feu, mais avec une gigantesque poêle qu'il a invoquée grâce à un sort appelé « acier ». Avec cette énorme poêle, il parvient à fendre le couloir, séparant les créatures de l'autre côté. Pensant qu'il s'agit d'un autre monstre avec un sac sur la tête, Vivia commence à lancer une série de paumes, mais en entendant la voix du monstre, il réalise que ce n'est que le chef. Denny enlève le sac, frappe Vivia sur la tête pour avoir fait quelque chose d'aussi insensé, et lui dit qu'il est temps de partir. Vivia s'élance pour retrouver l'amie qu'il s'est faite dans le donjon, mais lorsqu'ils arrivent près du trou dans le mur, ils découvrent que Cynthia n'était en réalité qu'un squelette portant les vêtements de la jeune fille depuis le début. Le lendemain, à la guilde des aventuriers, Vivia et Dennis se penchent sur les origines de cette fille et découvrent qu'elle s'appelait Cynthia Dread, une mage de 16 ans qui s'était séparée de son groupe au 5e étage du donjon, il y a 13 ans. À cause de cela, ils se rendent dans l'après-midi au cimetière des aventuriers pour lui rendre hommage. Dennis mentionne qu'il a déjà entendu des histoires comme celle-ci, où les esprits d'aventuriers morts dans les labyrinthes aident parfois des gens piégés à l'intérieur. Alors qu'il dépose des fleurs sur la pierre tombale, Vivia s'effondre en larmes et promet qu'il reviendra toujours rendre visite à son ami et qu'il deviendra le plus grand mage du monde pour sauver des gens comme Cynthia. En quittant le cimetière, Denny essaie de lui remonter le moral en lui promettant une grande assiette de riz sauté. Mais Vivia est encore profondément bouleversée par tout ce qui s'est passé. Alors le chef lui donne une bonne tape dans le dos et lui dit de ne pas rester abattu trop longtemps, sinon l'esprit de Cynthia ne pourra jamais être libre. Agacé, Vivia lui répond qu'il le sait déjà, mais qu'il veut juste se permettre d'être triste, au moins un petit moment. Soudain, il sent à nouveau le courant magique de la jeune fille le traverser. Vivia se dit que, dans le passé, quand les gens vivaient quelque chose de mystérieux, ils appelaient ça de la magie. Et si c'est vrai, alors Cynthia Dread était bel et bien une mage. Pendant ce temps, au sommet du clocher de la ville, une jeune fille se tient au bord, sur le point de tomber, se demandant pourquoi les choses ont-elles dû finir comme ça. Une fille se tenait debout au sommet d'une tour, décidée à mettre fin à ses jours. Elle s'appelait Bachel. Un peu plus tôt, elle s'était fait réprimander par son supérieur parce qu'un rapport n'avait pas été terminé à temps. Il lui avait lancé une pile de papiers à la tête, fou de colère. Tout ce qu'elle avait pu faire, c'était s'excuser, encore et encore, même si ce n'était pas de sa faute. 6 collègues s'étaient moqués d'elle. Ce soir-là, elle avait continué à travailler dur. Les chiffres des collectes étaient complètement erronés. Pas étonnant que les récompenses de mission ne concordaient pas. C'était une erreur causée par un collègue, mais c'était à elle de la corriger. Il lui restait encore énormément de travail, et elle devait se lever à 3 heures du matin pour une nouvelle quête. Elle n'avait rien mangé, ni à midi, ni le soir. Elle était sortie à la recherche d'un restaurant, mais à cette heure-là, tout était déjà fermé. Au moment où l'atelier allait fermer les portes du restaurant, elle aperçut Bachel. Voyant à quel point la jeune fille semblait affamée, elle la fit entrer et dit à Dennis que ce serait leur toute dernière cliente. Henrietta et Vivio étaient aussi présents. Même si le restaurant était officiellement fermé, Denny ne pouvait rien refuser à Atelier après ce qu'elle venait de dire. Il demanda à la jeune fille de choisir ce qu'elle voulait manger. Elle commanda le plat du jour. Vivio et Henrietta discutaient joyeusement avec le propriétaire, et l'atmosphère détendue fit penser à Bachel qu'ils devaient être des habitués. En pensant à elle-même, elle réalisa que pendant ses rares jours de repos, elle ne faisait que dormir. Elle n'avait pas d'amis. Elle se dit qu'ils devaient être des gens bien et qu'elle pourrait peut-être commencer par venir dans un restaurant comme celui-ci. Denny apporta le plat. Bachel n'avait jamais vu un plat frit ni une sauce comme celle-là auparavant. Elle y goûta et s'écria « C'est trop bon !» Elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux de toute sa vie. En l'entendant, Henrietta lui assura que tout ici était savoureux. Elle recommanda fièrement le bol de vritra, les ramen de sorcellerie, le gastrocino
et ajouta qu'elle avait été la toute première cliente du restaurant. Denny la présenta alors comme la première pique-assiette du lieu et lui lança d'aller enfin se trouver un emploi. Vivio, quant à lui, bien qu'il fût toujours sans travail, payait toujours ses repas en entier. Les voir se taquiner ainsi fit sourire Bachel. Et soudain, elle se mit à pleurer. Elle venait de réaliser « Ce monde a une nourriture aussi délicieuse et un endroit comme celui-ci existe. Il devait y avoir tant de belles choses encore. » Et pourtant, ces journées n'étaient qu'une suite d'engueulades, de mépris et de nuits interminables passées à travailler. Je me réveille chaque matin avec l'envie de mourir. Quand elle était enfant, Bachel pouvait utiliser la magie. Les villageois avaient investi énormément d'argent pour financer son éducation, dans l'espoir qu'elle devienne une grande magicienne. Elle avait sauté plusieurs classes et était devenue une sage. Le directeur lui-même l'avait qualifiée d'individu exceptionnel. On avait même voulu l'engager au sein du corps professoral. Mais elle rêvait de devenir aventurière. Elle voulait gagner de l'argent rapidement pour en envoyer à son village. Elle s'était tournée vers ceux qui étaient considérés comme le groupe le plus fort de la ville. Vivia réalisa alors qu'elle faisait partie de la troupe de la brume nocturne, le même groupe qui l'avait jadis abandonnée à la mort. Il ne l'avait vue qu'une seule fois, mais quelque chose l'avait troublée dès le départ. Lui et Henrietta voulaient que Denny aide cette fille. Denny leur était reconnaissant de lui accorder tant de confiance, mais il n'était qu'un restaurateur. Il pouvait nourrir les gens, rien de plus. Au final, elle devrait affronter ses douleurs seule. Bachel avait passé d'innombrables nuits blanches à cause du stress. Elle était épuisée, mais si elle ne se levait pas, elle allait encore être en retard. Et lorsqu'elle arrivait en retard, ses aînés la réprimandaient sévèrement. Un jour, lors d'une exploration de donjon, elle sauva un de SS Senpai. Mais au lieu de lui être reconnaissant, il la repoussa violemment. Ils l'accusèrent de l'avoir humiliée, affirmant qu'il aurait pu s'en sortir tout seul. Ils l'accusèrent même d'essayer de s'approprier les mérites du groupe. Bachel se contenta de s'incliner et de s'excuser, tandis que les insultes pleuvaient autour d'elle. Un jour, alors que Vivia et Henrietta prenaient un repas à l'extérieur, ils virent Bachel dans la rue, l'air complètement abattu. Ils la suivirent jusqu'en haut d'une tour. Bachel se demandait comment les choses avaient pu en arriver là. Pour elle, peut-être que vivre n'a plus de sens. Et elle sauta. Henrietta n'hésita pas une seconde. Elle sauta à sa suite. Vivia, lui, lança une magie de type paume pour amortir leur chute. Ils la ramenèrent aussitôt au restaurant de Dennis, espérant qu'il puisse faire quelque chose. Dennis déclara « C'est une maladie du cœur. » Plus une personne est sincère et dévouée, plus elle en prend sur ses épaules, jusqu'à ce que son cœur craque. Vivia plaisanta. Une maladie dont Henrietta-san n'aura jamais à se soucier, visiblement. Henrietta, vexée, menaça de faire la liste complète de ses défauts. Denny les regarda en souriant. Ces deux-là s'entendent drôlement bien. Mais revenons à l'essentiel. Pour aider Bachel, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de la laisser se reposer. Longuement, Denny déclara qu'il allait parler à la troupe de la brume nocturne. Quelques membres de la troupe arrivèrent peu après au restaurant, ayant entendu dire qu'un des leurs s'y trouvait. Parmi eux se trouvait Hopper, le capitaine de la troupe. Denny remarqua qu'il était de niveau 51, un niveau impressionnant pour un aventurier ordinaire. Pas étonnant qu'il soit considéré comme le groupe le plus fort de la ville. Denny s'adressa à lui directement. « Bachel se repose ici. Elle n'est pas en état de travailler pour vous. J'espérais que vous accepteriez de la libérer de votre groupe pour qu'elle puisse recevoir des soins. » Mais Hopper refusa aussitôt. « Ce serait un problème pour notre groupe. » Il sortit alors le contrat de Bachel et le tendit à Dennis. Celui-ci le lut et en fut horrifié. « Ce contrat est une horreur. On ne devrait jamais confier une telle charge de travail à une seule personne. » Hopper haussa les épaules. « C'est comme ça qu'on fonctionne, tu vois ?» Denny, furieux, répliqua. « Vous l'épuisez jusqu'à la moelle. Vous comptez la presser jusqu'à la dernière goutte. Une troupe d'aventuriers ? Ne me fais pas rire. Vous êtes juste une bande d'escrocs sans foi ni loi. » Hopper le prévint. « Ici, c'est notre territoire. Et ça veut dire qu'on fait la loi. Alors si tu ne veux pas d'ennui, rends-nous Bachel. C'est la dernière fois que je te le demande gentiment. » Pendant ce temps, Bachel, les yeux pleins de larmes, demanda « Pourquoi vous ne m'avez pas laissé mourir ? Quelqu'un comme moi ne mérite pas de vivre. » Atelier lui répondit calmement « Mourir,
C'est quelque chose que tu es libre de faire. » Elle lui expliqua qu'elle aussi, un jour, avait songé à la mort. On lui avait tout pris. Elle avait été bannie, puis vendue comme esclave. C'est à ce moment-là que la mort lui avait semblé douce. Mais elle n'est pas morte. Et un jour, quelque chose de bon est arrivé. Et cela a tout changé. Elle dit à Bachel, « Commence par manger un bon repas. Tu décideras ensuite. Si tu veux toujours mourir après ça, alors peut-être qu'il n'y a pas d'autre issue. Mais moi, je préférerais que tu continues à vivre. C'est ce que je pense. » Dennis intervint avec ironie. « Tu parles comme si t'étais quelqu'un d'important. Tu te prends pour un roi ou quoi ?» Hopper approuva. « C'est la vérité. Dans chaque ville donjon, c'est le groupe le plus fort qui détient le vrai pouvoir. Regarde le bataillon des ailes d'argent. Ils ont des clients parmi la royauté et la haute noblesse. Nous, on contrôle juste cette petite ville. Mais tu sais quoi? C'est un trou perdu. Un endroit pareil, ça doit bien cramer. Et un vieux resto tout miteux comme le tien, je doute que qui que ce soit le remarque s'il partait en fumée. » La tension était à son comble, quand soudain, Cathy entra. Elle les trouva, sourit et fit une remarque. « Ce restaurant a quelque chose de simple et chaleureux. Il a ce charme du quotidien. » Denny lui dit qu'il était en pleine discussion importante et lui demanda de revenir plus tard. Mais Katie refusa. « J'ai fait tout ce chemin depuis la capitale royale, alors au minimum, je veux un bon repas. » Hopper fronça les sourcils. « Mais c'est qui, cette fille ?» Puis, il la remarqua vraiment. Cette armure écarlate reconnaissable entre mille, ces deux épées rouges, cette chevelure semblable à des flammes et cette broderie, c'était elle. La célèbre épée cramoisie, vice-capitaine du bataillon des ailes d'argent. Il se demanda aussitôt quel est le lien entre elle et ce cuisinier. Revenant à l'essentiel, Denny reprit la parole. « Je ne veux pas en venir aux mains. N'y aurait-il vraiment aucun moyen que tu laisses Bachel quitter votre groupe ?» Mais leur échange fut de nouveau interrompu par Cathy, qui venait d'enlacer Viviane. « Quelle adorable petite fille !» s'exclama-t-elle. Dennis précisa aussitôt. « Viviane est un garçon. » Viviane, un peu rouge, lui demanda. « Vous êtes bien Cathy San, la vice-capitaine du bataillon des ailes d'argent? Quel est votre lien avec Dennis San ?» Cathy répondit, le ton joyeux et léger. « Dennis était un membre du bataillon. C'était, en quelque sorte, mon partenaire. » Un silence stupéfait tomba dans la pièce. Tout le monde était choqué. Hopper, lui, commença à paniquer intérieurement. Il s'était opposé à un ancien membre du plus puissant groupe d'aventuriers du royaume. Sans hésiter, il ordonna à ses hommes de brûler le contrat de Bachel sur le champ. Elle était libre de quitter la troupe. « Fin de la discussion », dit-il avant de s'éclipser rapidement avec toute sa bande. Dennis, soulagé, déclara « Au moins, ça s'est terminé sans heurts. » Katie, en voyant cette bande de malotrus, fronça les sourcils. « Des gens pareils n'ont rien à faire dans le royaume. Je ne veux plus les y voir. » Denny, moqueur, répondit « Ne prends pas la grosse tête, même si, oui, tu es probablement capable de faire en sorte qu'ils disparaissent. » Katie fit la moue. « T'es toujours aussi rabat-joie. Mais j'aime bien ça chez toi. » Denny soupira. « Bon, qu'est-ce que tu veux manger ?» Atelier arriva alors, accompagné de Bachel, qui se sentait un peu mieux. Elle commanda le plat du jour. Katie, curieuse, dit qu'elle prendrait la même chose. Denny leur servit leurs assiettes. Katie goûta, les yeux brillants de bonheur. « C'est divin. » Bachel, elle aussi, prit une bouchée. Ses yeux s'ouvrirent en grand. C'était incroyablement bon. Elle regarda Dennis, le cœur un peu plus léger, et dit « Merci. C'était vraiment un repas merveilleux. » Après son retour, Katie arrive à la base de Silverwing, où elle et ses coéquipiers chuchotent à propos de la mauvaise humeur du capitaine Vigo et de la dégradation constante des missions du groupe. Perdue dans ses pensées, elle ne fait pas attention et bouscule accidentellement le capitaine lui-même. Vigo jette un regard froid aux bavards et les envoie immédiatement en mission pour la journée, avant de se tourner vers Cathy. Il lui glisse qu'il a entendu dire qu'elle était allée voir Dennis. Cathy répond qu'il lui manquait tout simplement la cuisine de son ami. Il n'y a que peu de choses dans ce monde qu'elle apprécie plus qu'un de ses repas. En réalité, c'était peut-être un peu de nostalgie. Mais en goûtant le plat de la veille, elle a été tellement heureuse qu'elle a invité le chef à revenir à Silverwing. Selon elle, toute l'équipe est au bord de l'effondrement depuis le départ de Dennis.
Mais lui n'en a aucune envie. Il n'a pas l'intention de revenir. Katie insiste. Dennis était la colonne vertébrale de l'équipe de soutien et maintenant qu'il est parti, les membres qui dépendaient de lui deviennent de plus en plus irrités par Viggo, qui n'a rien fait pour combler ce vide. Mais Dennis reste ferme. C'est sa vie maintenant. Certes, ses clients sont parfois un peu bizarres, mais il est heureux. Il aime ce restaurant et il ne compte pas retourner dans cette équipe stressante de sitôt. À ses yeux, il est un cuisinier, pas un aventurier. De son côté, Viggo met aussi les choses au clair. Il ne veut pas que Dennis revienne dans l'équipe. En réalité, il ordonne même à Katie de rester loin de lui, visiblement contrariée. Katie ne comprend pas comment les choses ont pu en arriver là, mais le capitaine ne dira plus un mot. Il met fin à la conversation, sèchement. Pendant ce temps, le restaurant de Denny est littéralement bondé. Les clients s'y pressent, mettant sa vitesse de préparation à rude épreuve. Il doit enchaîner les bols de ramen infusés de magie et les Hajin yakisoba aux pancakes pour tout le monde. Atelier, de son côté, prouve qu'elle ne chôme pas. Elle prend toutes les commandes en courant dans tous les sens. Vivia fait remarquer que le restaurant connaît enfin un vrai succès et Henrietta confirme qu'il est difficile de résister à la cuisine du chef. Soudain, la mage se fait servir par Bakel et est surprise de la voir travailler ici. Désormais, elle vivra ici et donnera un coup de main au restaurant. Elle est reconnaissante envers ses amis qui ont continué à venir la voir quand elle n'allait pas bien. Vivia est heureuse pour elle, mais lui rappelle qu'elle ne doit pas trop forcer non plus. Gênée, Bachel avoue qu'elle ne se sent à l'aise que lorsqu'elle travaille. Et puis, sa petite compagne futée, Atelier, est toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Denny arrive à ce moment-là et déclare que toutes les deux forment une sacrée équipe, ce que Henrietta approuve de tout cœur. Mais il n'est pas là juste pour discuter. Il est venu servir à ses clientes les plus fidèles et chères amies quelques-uns de ses plats à base de crevettes. Dès la première bouchée, leur réaction est exactement celle qu'on pourrait attendre. Henrietta se met presque à vénérer les crevettes comme des divinités et comprend sans mal pourquoi le restaurant est bondé en ce moment. Elle est même fière d'être une habituée. Mais Dennis la corrige aussitôt. Elle n'est pas une habituée. Elle squatte, tout simplement. Une remarque qui brise net son air de petite arnaqueuse. Vivia est choquée d'apprendre que son amie n'a toujours pas remboursé le chef. Henrietta tente toutes les excuses possibles, expliquant à quel point il est difficile de trouver un emploi par les temps qui courent. Mais Dennis lui lance un regard sombre qui ne laisse aucune place au doute. Si elle continue à fuir l'addition, ça va vraiment chauffer. Vivia tente de détourner l'attention en commentant le nombre impressionnant de clients et demande si ce n'est pas trop difficile de gérer tout ça en même temps. Denny en profite pour faire l'éloge d'Atelier, qui assure une gestion impeccable du service. Vivia en déduit que la petite doit bien s'amuser, avec toute cette effervescence. Bachel lui demande alors si quelque chose de bien lui est arrivé, vu qu'elle paraît si rayonnante aujourd'hui. À ce moment précis, Dennis se fige et laisse tomber un bol au sol. Il se tourne vers Vivia, l'air sérieux, et lui demande si elle peut passer au restaurant lors de son prochain jour de repos. Il aurait besoin de lui parler et de quelques conseils. Henrietta saute sur l'occasion, proposant aussi son aide, si jamais le chef en a besoin. Mais il la remballe aussitôt, sans ménagement. Elle ne comprend toujours pas ce qui se passe, mais Vivia accepte l'invitation. Henrietta, elle, ne s'est pas seulement fait exclure de cette conversation. C'est la vie elle-même qui lui a fermé la porte au nez. Sans emploi, complètement fauchée, elle n'a même plus d'eau chaude chez elle. Les bains publics lui manquent. Au moins, là-bas, elle n'avait pas à grelotter sous une douche glacée. Le problème, c'est qu'elle n'a même plus assez d'argent pour y aller. Pas avant d'avoir payé le chef, en tout cas. Et en parlant de ça, elle commence à s'angoisser sérieusement à propos de cette discussion prévue entre Dennis et Vivia pendant le jour de repos. Henrietta en est convaincue. Ils sont sûrement en train de planifier la manière la plus efficace de la bannir à jamais du restaurant. Henrietta, elle, est bien décidée à faire quelque chose pour empêcher que cela n'arrive. Quelques jours plus tard, le fameux jour de congé arrive. Vivia se rend au restaurant où Dennis l'accueille avec une mine inquiète. Et une nouvelle inattendue. Selon lui, Atelier aurait un petit copain. Totalement dépassé, Dennis lui explique qu'il a commencé à lui donner de l'argent de poche récemment, et depuis, elle sort sans arrêt. Il n'arrive tout simplement pas à supporter l'idée qu'elle puisse fréquenter un garçon au hasard. Et comme si cela ne suffisait pas, il lui confie, complètement paniqué,
qu'il l'a vu avec un garçon l'autre jour, et maintenant, il tape du poing sur la table en exigeant de savoir si ce gamin est bel et bien le petit ami de sa fille adoptive. Vivia tente de le calmer, lui suggérant simplement de lui poser la question, au lieu de tout imaginer dans sa tête. Mais Dennis avoue qu'il n'en a pas le courage. Il dit que si ce garçon était vraiment son petit ami, il aurait au moins pu se présenter et offrir une boîte de douceur au père de famille, comme il se doit. Mais là, rien. Donc, selon lui, ce type est forcément faible et sans profondeur. Et dans ce cas-là, c'est non négociable. Dennis n'acceptera le garçon que s'il est d'un niveau supérieur à 80. À cet instant précis, Atelier entre dans la pièce et demande de quoi il parle, ce qui fait presque s'évanouir Dennis sur place, pris de panique. Vivia, un peu plus posée, improvise et prétend qu'il discutait simplement de cuisine. La petite déclare alors qu'elle veut apprendre, elle aussi. Pour rester crédible, Dennis lui dit de se laver les mains et de se préparer à commencer. Une fois que tout est prêt, il les amène toutes les deux au comptoir pour leur montrer la bonne manière de couper des oignons, afin de faire ressortir toute la saveur du katsudon de Richard. Les yeux commencent à piquer à cause des oignons, et même Vivia s'en plaint. Mais toute l'attention de Dennis est rivée sur Atelier, ce qui ne manque pas de rendre la petite un peu fière, un peu gênée. En la regardant faire, Dennis se remémore le jour où lui aussi a appris à couper des oignons avec sa mère. Ce jour-là, elle avait deviné qu'il utilisait secrètement une compétence pour ne pas pleurer. Il lui avait demandé comment elle avait su, et elle lui avait simplement souri en disant « Peu importe ce que tu fais, je le saurai toujours. » Perdu dans ce souvenir, Dennis revient brusquement à la réalité en voyant qu'Atelier a laissé tomber des coquilles d'œufs dans le bol. Il s'empresse de l'aider, rejoignant Atelier et Vivia derrière le plan de travail. Tous trois partagent alors un rare moment de complicité et d'apprentissage. Une scène simple, chaleureuse, presque celle d'une vraie famille. Miwa déclare fièrement que cette gelée a été préparée rien que pour elle par le nouveau, en ajoutant avec un petit sourire « On dirait qu'on mordit des lèvres toutes douces ». L'évocation des lèvres fait immédiatement buguer Kazuki, qui repose violemment sa tasse de café sur la table avant de se lever brusquement et de filer dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Une fois seule, elle touche ses propres lèvres, encore toutes troublées. C'est alors que Yu entre sans frapper. Ce geste la fait immédiatement exploser. « Tu peux frapper avant d'entrer, espèce d'idiot !» Mais Yu reste calme. Il dit simplement qu'il voulait clarifier les choses. « Je suis à peu près sûre que t'as pas envie que l'un de tes baisers soit gaspillé sur un type comme moi », ajoute-t-il avec un petit sourire triste. Il propose qu'ils fassent tous les deux comme si rien ne s'était passé. Puis, sans attendre de réponse, il tourne les talons et quitte la pièce. Derrière lui, Kazuki explose de frustration, criant « Espèce de crétin! Comment tu peux dire un truc pareil ?» Plus tard, pendant l'une de ces répétitions, Kazuki repense à ses paroles, et elle finit par se dire qu'il avait peut-être raison. Oublier ce qu'il s'est passé est sûrement la meilleure option, au moins jusqu'à ce qu'elle ait passé cette fichue audition. Elle essaie de répéter son rôle de jeune fille douce et féminine, mais échoue lamentablement. Tout ce qu'elle arrive à faire ressemble encore à un prince charismatique, comme d'habitude. Lors d'une autre séance, où elle incarne à nouveau un rôle de prince, elle observe attentivement la fille avec qui elle joue la scène. Et c'est là qu'elle comprend enfin ce qu'elle faisait mal auparavant. Mais juste au moment où la scène doit se conclure par un baiser, son esprit repart aussitôt vers l'accident avec Yu. Elle sursaute, le cœur battant, et recule d'un bond, complètement rouge. Son metteur en scène stoppe la répétition immédiatement et lui demande ce qui se passe. « Tu sais, quoi qu'il se passe dans ta vie privée, ça finit toujours par se voir sur scène », lui rappelle-t-il avec sérieux. Plus tard, ce soir-là, Kazuki rejoint Yu dans la cuisine. Elle lui dit que ses entraînements sont devenus plus intenses ces derniers temps et qu'elle aurait bien besoin de repas qui boostent son énergie et son endurance. Yu accepte, se lève et ferme les rideaux pour la nuit. Mais à ce moment-là, Kazuki le regarde et lui demande, un peu nerveuse. « Dis, tu fais quoi ce dimanche ?» Il lui répond qu'il est libre. Alors, après un petit moment de silence, elle s'approche d'un pas, le regarde droit dans les yeux, le visage rouge mais déterminé, et lui déclare « Je veux qu'on sorte ensemble dimanche. Je veux un rendez-vous. » Henrietta avoua qu'elle n'arrêtait pas de penser à la dette qu'elle avait envers le chef. Bachel, un peu confuse,
ne comprenait pas pourquoi l'aventurière n'arrivait jamais à mettre de l'argent de côté. Henrietta expliqua que, même si les missions étaient bien payées, entre l'entretien de son équipement et toutes les fois où elle se blessait, elle finissait toujours par dépenser une fortune en potions de soins. Aussi étrange que cela puisse paraître, plus elle travaillait, moins elle avait d'argent. Et maintenant qu'elle était un peu juste financièrement, elle voulait vraiment trouver un moyen de remercier Dennis pour tout ce qu'il avait fait pour elle, même si elle ne savait pas encore comment. Bachel, touchée, loua la noblesse de cœur de son amie. Et en retour, Henrietta la serra fort dans ses bras. À ce moment précis, elles entendirent deux hommes discuter non loin d'eux. Ils parlaient du capitaine de la troupe de la brume nocturne. Apparemment, ce dernier aurait été humilié par un simple gérant de restaurant, qui, selon les rumeurs, serait un ancien Silverwing. Les deux hommes espéraient que la troupe ne chercherait pas à se venger du chef. Entendant cela, Bachel et Henrietta échangèrent un regard inquiet. Pendant ce temps, Vivia avait mis la main sur un mégaphone dans une boutique du coin. Mais ce n'était pas un mégaphone ordinaire. C'était un artefact magique, utilisé normalement pour les discours ou les représentations théâtrales. Imprégné de magie du vent, il permettait de projeter la voix sur de longues distances. Grâce à cela, Dennis et Vivia purent se faufiler discrètement près de la vitrine de la bijouterie où Atelier était entré et commencèrent à écouter ceux qui se disaient à l'intérieur. La première chose qu'ils entendirent, ce fut « C'est magnifique, je l'adore, un trésor pour toute une vie. Atelier est tellement heureuse de t'avoir rencontré. » Sans surprise, Dennis craqua complètement en entendant ça et fit une crise en plein milieu de la rue. Mais à peine avait-il commencé à paniquer qu'un cri attira l'attention. Une femme venait de se faire voler son sac à main par un voleur utilisant de la magie du vent. Dennis se ressaisit aussitôt et partit voir ce qui s'était passé. Le voleur, pendant ce temps, se félicitait de la facilité avec laquelle il avait dérobé l'argent de la vieille dame. Mais il n'avait pas prévu de voir un homme lui foncer dessus à toute vitesse, un enfant accroché sur son épaule, avec un air sûr de lui. Le voleur, niveau 30, pensait pouvoir semer facilement ce gêneur. Mais il réalisa bien vite que quelque chose clochait. L'homme continuait de le suivre sans même utiliser de magie. Alors, il utilisa à nouveau sa magie du vent pour sauter par-dessus les toits et zigzaguer entre les ruelles. Mais Dennis ne lâchait rien. Il copiait chacun de ses mouvements, bloquant toutes ses échappatoires. Finalement, même Dennis reconnut qu'un peu de magie ne ferait pas de mal. C'est là que Vivia lança le seul sort qu'il maîtrisait, la paume. Une main magique géante, façon trampoline, apparut sous les pieds du chef. Grâce à elle, Dennis prit encore plus de vitesse, au grand désespoir de l'enfant qui s'accrochait à lui, les yeux écarquillés par la terreur. Malgré tout, Vivia parvient à continuer de lancer ses sorts de paume, même si c'est parfois un peu chaotique, maintenant la course poursuit à fond les ballons. À un moment, Dennis est sur le point d'attraper le fuyard, mais ce dernier maîtrise vraiment bien la magie du vent et réussit à s'échapper de justesse, glissant entre les doigts du chef. Et comme si ça ne suffisait pas, le voleur a même l'audace de le narguer en s'éloignant. C'est là que Dennis le prend personnellement et repart à fond, en prévenant Vivia qu'elle risque de tomber de son épaule à tout moment. Mais si ça devait arriver, elle devrait au moins atterrir en un seul morceau, même si la chute est un peu haute. Étrangement, alors qu'ils foncent à travers le marché, ils aperçoivent Henrietta et Bachel. Et justement, c'est là que le voleur, dans sa fuite désespérée, fonce droit sur elle. Erreur fatale. Car maintenant, Henrietta a une bonne raison de se mêler à la poursuite. Elle l'intercepte et l'envoie valser d'un coup de poing bien placé. Peu après, Dennis arrive sur les lieux et voit la scène. Il félicite la guerrière pour son intervention. Et pour Henrietta, c'est la plus belle récompense qu'elle pouvait espérer. Pouvoir enfin lui rendre un peu de la gentillesse et de la chaleur qu'il lui avait offerte. Une fois le tumulte calmé, le chef ramène tout le monde au restaurant, bien décidé à parler un peu de ceux qu'il a vus à la bijouterie. Il n'est pas certain qu'Atelier sorte avec quelqu'un. Mais bon, ça en avait clairement l'air, alors il change vite de sujet. Bachel plaisante alors en disant qu'Henrietta était morte de trouille à l'idée d'être bannie du restaurant. Mais Dennis lui sourit et la rassure. Jamais il ne pourrait interdire l'entrée à quelqu'un qui aime autant sa cuisine. Puis, avec un ton un peu plus sérieux, il ajoute que même sa patience a des limites, surtout avec les pique-assiettes. Quelques instants plus tard, Atelier revient enfin. Un silence curieux s'installe dans le restaurant. Tout le monde veut savoir où elle était passée.
Elle traverse la pièce et tend un paquet à Dennis. Elle lui dit qu'elle a économisé pour acheter ce bijou parce qu'il est de la même couleur que ses yeux. Dennis est fou de joie, littéralement au 7e ciel. Mais quand Henrietta manque de dire à voix haute qu'il avait passé l'après-midi à suivre la jeune fille dans les rues, Dennis lui lance une menace taquine. « Tu veux vraiment être banni pour de bon, toi ?» Atelier, de son côté, demande à son papa de cœur d'essayer le bracelet. Et quand il le met, il a l'impression d'être l'homme le plus heureux du monde. Les yeux d'Atelier se remplissent de larmes et elle s'accroche à son pantalon avec tout l'amour et la tendresse d'une fille envers son père. Pendant ce temps, ailleurs, Vigo, le chef des Silver Wing, arrive devant un manoir. Il est temps. Le lendemain, au restaurant, Dennis demande à Atelier d'aller nettoyer dehors, mais à ce moment précis, un client franchit la porte. Dennis lui annonce que le service du midi est terminé. Cependant, l'homme se met à pleurer de joie dès qu'il voit que Lady Atelier est saine et sauve. Dennis n'y comprend rien, tandis qu'Henrietta, persuadée qu'il s'agit d'un vieux soupirant louche, se prépare déjà à le punir sur le champ. L'homme explique alors qu'il est Stevens, le majordome en chef de Lady Atelier Werkstatt. En entendant cela, Dennis et Henrietta affichent un air intrigué, tandis que Vivia et Bachel, eux, réagissent vivement. Voyant l'ignorance totale de Dennis, Vivia se demande s'ils vivent sous un rocher, et Bachel précise que la maison Werkstatt est la plus grande et prestigieuse famille de mages du royaume. Dennis en reste bouche bée. En larmes, le majordome déclare qu'il est enfin temps pour la jeune demoiselle de se venger. Après s'être assis, Stevens marmonne qu'il est vraiment tragique qu'elle vive dans un trou perdu, ce qui donne aussitôt à Dennis l'envie de le mettre dehors. Mais Vivia lui conseille au moins d'écouter le vieillard. Stevens révèle alors qu'il est en réalité l'ancien majordome en chef et que la cour royale lui a ordonné de ramener la jeune dame chez elle. Voyant la confusion de Dennis, il poursuit. Le frère du père défunt d'Atelier l'a chassé de la famille, l'accusant d'être un enfant illégitime. Mais, à présent, on a retrouvé le testament de son père, qui prouve qu'Atelier est la véritable héritière et qu'elle doit recevoir tout son pouvoir et sa fortune. La cour royale lui a donc accordé la possibilité de faire valoir ses droits. C'est pourquoi Stevens la supplie de revenir, de mettre fin à la cruauté de son oncle Joseph et de reprendre sa place légitime à la tête de la maison Werkstatt. Mais la salle entière se fige quand Atelier refuse aussitôt. Dennis lui demande ce qui ne va pas. Elle répond qu'elle ne veut pas retourner à cette vie, car les souvenirs douloureux de son passé se répètent dans son esprit. Tout en se blottissant davantage contre Dennis, elle ignore les tentatives de Stevens de la dissuader de travailler dans un restaurant destiné aux roturiers, ce qui met Dennis hors de lui l'espace d'un instant. Mais, Dennis se rend compte que Stevens n'a pas tort. Il n'est qu'un simple chef, tandis qu'elle est pratiquement une princesse. Avec cette idée en tête, il demande doucement à Atelier si elle ne veut vraiment pas y aller. Elle hoche timidement la tête. Pourtant, Dennis lui rappelle qu'elle ne peut pas ignorer une affaire qui aura un impact sérieux sur son avenir, car tôt ou tard, elle devra l'affronter. En entendant cela, Atelier accepte courageusement de partir, à condition que Dennis l'accompagne, ce qui le remplit de fierté. Quelques heures plus tard, Viviane arrive vêtue d'un élégant costume façon Sherlock Holmes et demande, tout excitée, si elle peut se joindre à eux. Dennis, habillé de son plus beau costume, accepte et les filles promettent de s'occuper du restaurant. C'est alors qu'Atelier sort, vêtu d'une robe bleue, et tout le monde s'extasie sur son adorable apparence. Dennis annonce qu'il est temps de partir, mais Atelier murmure qu'elle ne veut pas y aller, même si elle sait qu'elle le doit, et commence à répéter sans arrêt qu'elle ne veut vraiment pas y aller. Cela rend Dennis fière. C'est la plus longue phrase qu'elle ait prononcée de tout le mois. Il lui tapote la tête et lui assure qu'il sera toujours à ses côtés. Stevens, lui, demande à la jeune dame si elle et ses serviteurs sont prêts, ce qui agace profondément Dennis, bien qu'il sache qu'il est socialement inférieur à elle. Sur ce, ils se mettent en route, et les filles leur souhaitent joyeusement bon voyage. Après un long trajet en calèche, ils atteignent enfin la capitale. Viviane, collée à la vitre, observe la ville avec des yeux émerveillés, comme une enfant venue de la campagne. De son côté, Dennis se sent mal à l'aise de revenir ici, mais Viviane le tire de ses pensées au moment où il passe devant le Black's Restaurant, considéré comme le meilleur de la capitale royale.
Denny aurait aimé s'arrêter pour saluer un vieil ami, mais il se sent incapable de lui faire face. Plus tard, ils arrivent à Houseworks Dot, où un officier juridique, Sestapitch, les accueille en se présentant comme responsable de leur affaire. Denny se présente à son tour comme le tuteur d'atelier. Ensuite, ils pénètrent à l'intérieur, où Sestapitch explique qu'il devra procéder à un test sanguin de la jeune demoiselle. Atelier manque de s'évanouir sur place lorsqu'elle aperçoit la seringue dans la main de Stevens. À mesure qu'elle s'en approche, elle répète sans cesse que c'est trop effrayant, comme un disque rayé. Et, au moment précis où l'aiguille lui pique le bras, elle s'affaisse comme un ballon qui se dégonfle. Pendant que Dennis la porte dans ses bras, Sestapitch annonce qu'ils se rendront ensuite au tribunal. Mais Dennis la dépose dans les bras de Vivia et dit à l'avocat qu'il veut mieux comprendre sa situation pour voir comment l'aider. Sestapitch acquiesce et explique que son père, Ser Famas, était un expert en magie hypnotique et que certains types uniques de magie ne se transmettent que par le sang. En entendant cela, Denny comprend qu'Atelier a hérité du même pouvoir de contrôler les esprits. L'homme poursuit. Son père a sauvé de nombreuses vies grâce à ce don, mais son frère, rongé par la jalousie, l'a empoisonné afin de lui voler sa belle épouse et sa place de chef de famille. Dans le même temps, il a faussement déclaré que la jeune demoiselle était un enfant illégitime, ruinant ainsi sa réputation de manière irréversible. Cependant, Ser Famas était prévoyant. Il avait laissé un testament, raison pour laquelle la cour royale a autorisé un test sanguin à l'aide d'un artefact magique pour prouver son statut d'héritière légitime. L'homme dépose alors une goutte du sang d'Atelier dans un globe magique, puis y ajoute une goutte du sang de Ser Famas, conservé précieusement par la cour royale. Il explique que le cristal en forme de fleur qui se forme à l'intérieur est la preuve qu'ils sont liés par le sang. Il répète ensuite le test avec le sang de sa mère, Elisa, et le résultat est identique, confirmant qu'Atelier est indéniablement leur fille. Devant cette preuve irréfutable, Denny et Vivia se réjouissent, mais Atelier garde un air triste. Plus tard, au tribunal, le juge ouvre la séance en présence des deux parties. L'oncle d'Atelier, Ser Joseph, commence immédiatement à lancer des piques à Dennis. Celui-ci se souvient que Ser Joseph est l'un des clients du capitaine Vigor et lui promet intérieurement qu'il paiera pour avoir cherché des ennuis à sa petite fille. À ce moment-là, le juge avertit Dennis en l'appelant Dennis Blacks, ce qui attire l'attention de Vivia, intriguée par ce nom célèbre. Ensuite, l'audience débute et le juge lit le testament de Ser Famas, lequel stipule que Lady Atelier est la véritable héritière de la famille, née de son épouse légitime. Ainsi, est établi qu'Atelier est bien celle destinée à hériter de la fortune et du pouvoir de son père, tandis que son oncle, Sir Joseph, ne recevra que les livres et les connaissances secrètes de la famille. Mais soudain, un noble bedonnant se lève et, tout en admettant qu'elle est bien la fille de Ser Famas, affirme qu'elle n'est pas digne de devenir héritière, car sa mère n'était qu'une simple maîtresse de Baran. Aussitôt, Sestapitch réplique sèchement que ce genre d'ineptie est précisément la raison pour laquelle tout le monde est réuni, afin de prélever le sang de la jeune dame et de présenter une preuve claire pour que personne ne puisse contester le testament. Sir Joseph, lui, se contente de sourire avec assurance et de qualifier tout cela de perte de temps, ce qui met Dennis hors de lui. Le grand médecin s'avance alors vers Atelier, l'effrayant tellement qu'elle agrippe fermement la manche de Dennis. Celui-ci la rassure doucement pendant que le médecin lui prélève du sang. Ensuite, le juge annonce que chacun devra tirer un bâton d'un pot pour décider qui utilisera l'artefact magique, afin d'éviter toute manipulation. Fixant le pot avec intensité, Denny tire le premier bâton. Mais ce n'est pas le rouge. Chacun passe à son tour, et c'est finalement Stevens qui est désigné. Le vieux majordome, transpirant à grosses gouttes, monte les marches en tremblant. Il place d'abord le sang d'Atelier, puis celui de son père, et le cristal confirme la correspondance. Dennis pousse un soupir de soulagement, mais lorsqu'il ajoute le sang d'Elisa, la mère d'Atelier, le cristal ne se forme qu'une seconde avant de se dissoudre en une sombre boue visqueuse. La salle entière reste bouche bée. Sir Joseph, triomphant, déclare qu'il avait bien dit que ce serait une perte de temps. Sestapitch affirme qu'il doit y avoir une erreur et demande à refaire le test, mais le juge refuse. Sir Joseph en profite pour proclamer que cela prouve qu'Atelier est le fruit d'une erreur de son frère, ce qui anéantit la jeune fille.
Le juge statue alors que le testament n'est que partiellement valide. Sir Joseph héritera de la fortune et du pouvoir de la maison Werkstatt, tandis qu'Atelier ne recevra que les livres et les connaissances magiques. Entendant cela, Sir Joseph esquisse un sourire narquois et ajoute qu'il accepte volontiers, puisque la honte de la famille reste la fille de son frère. C'est à ce moment que Denny remarque que Stevens cache maladroitement une plaie sous un chiffon. Il frappe violemment la table, saisit le majordome par le col et révèle que l'homme a utilisé son propre sang pour truquer le test. L'ancêtre s'étrangle en avouant que Lord Joseph lui avait promis de le réinstaller en tant que majordome en chef s'il accomplissait cette basse besogne. Furieux, Denny le châtie avec sa magie de feu avant de le laisser tomber au sol. En voyant cela, le juge ordonne à Dennis de cesser de manquer de respect à la loi. Mais celui-ci réplique en criant que les véritables responsables de cet outrage sont ces criminels immondes qui ont truqué le tirage, falsifié le test sanguin et osé tourmenter une innocente après tout, ce qu'elle a déjà enduré. Lorsque les gardes font irruption, Dennis, enflammé, déclare qu'il réduira en cendres tous ceux qui ont fait du mal à Atelier. Même les soldats en sont effrayés, mais, sur ordre de Sir Joseph, ils passent à l'attaque. Dennis leur propose alors de leur montrer à quoi ressemble l'enfer. Vivia intervient aussitôt, lui demandant qui prendra soin d'Atelier s'il se met à dos tout le royaume. En entendant cela, il se calme immédiatement et regarde le visage inquiet de la jeune fille. Après la clôture de l'audience, Cestapitch informe Denny que l'affaire est classée. Ce dernier regrette alors amèrement d'avoir emmené Atelier ici. Pour alléger l'atmosphère, il les conduit à la bibliothèque afin de voir les connaissances et ouvrages qu'elle a hérités. Sur place, il explique que ce lieu était autrefois une véritable bibliothèque, mais qu'il n'est plus qu'un espace de stockage, même s'il reste peut-être des trésors oubliés. Denny enjambe une planche cassée et prévient Atelier de faire attention, juste avant qu'elle ne marche sur un cercle magique et ne tombe dans le sous-sol. En bas, ils découvrent une salle cachée remplie de montagnes de livres. Dès que Vivia et Cestapitch commencent à lire, ils se rendent compte que ces ouvrages sont des tomes et grimoires antiques si rares qu'ils valent presque autant que des trésors nationaux. En ramassant 2 autres livres, Denny explique que l'histoire perdue de l'humanité est contenue dans cette pièce secrète. Cestapitch se demande alors si le père d'Atelier avait prévu depuis le début de lui confier ce véritable trésor, anticipant que son frère avide chercherait à le lui arracher. Denny rit de l'ironie de la situation et demande à Atelier ce qu'elle souhaite en faire. La petite championne répond qu'elle veut tout offrir au restaurant. Le lendemain matin, Denny, lassé d'attendre Vivia qui a fait la grasse matinée, s'apprête à partir quand, en chemin, il croise un homme qui l'oblige à s'arrêter. Celui-ci a le même visage que lui, mais une aura complètement différente. Denny appelle Vivia à se dépêcher. L'homme en face de lui remarque que Denny est un joli nom, puis laisse partir Vivia. À ce moment-là, une jeune fille nommée Fiorenza rejoint l'homme tapi dans l'ombre, l'appelant Maître Heath, et lui demande qui était ce garçon. Heath lui répond que c'était le compagnon d'un alter ego dont il lui avait déjà parlé. Le lendemain, la file pour entrer dans le restaurant faisait presque le tour du pâté de maison. À l'intérieur, tout en savourant leur repas, Henrietta et Vivia étaient ravies de voir autant de mages et de chercheurs, sans doute attirés par les livres qu'Atelier avait hérités. D'ailleurs, un sorcier feuilleta l'un de ces ouvrages et se rendit compte qu'il faisait partie de la collection définitive recherchée par les plus grands magiciens vivants, tandis qu'un autre resta stupéfait de tomber sur le nécrophobe. Voyant l'excitation excessive de CS passionnés, Denny précisa qu'il ne voyait aucun inconvénient à ceux qui lisent en mangeant tant qu'ils partaient une fois leur repas terminé. Soudain, alors que le chef jonglait avec le flot de commandes, un client trouva enfin le courage de l'approcher pour lui dire qu'il pourrait peut-être guérir la maladie de sa femme en étudiant l'œuvre complète de Manglemore. En entendant cela, Denny s'appela Atelier, lui disant qu'il y avait un homme dans le besoin. La propriétaire des livres lui accorda un permis spécial de prêt afin qu'il puisse tenter de sauver l'amour de sa vie. Mais lorsque les autres virent l'homme partir avec l'ouvrage, 3 d'entre eux demandèrent à leur tour s'ils pouvaient en emporter chez eux. Dennis refusa aussitôt. C'était une exception unique. Le mari désespéré, livre en main, les remercia du fond du cœur avant de partir. Quelques instants plus tard, d'autres clients affluèrent, criant directement leurs commandes au chef. Même avec des dizaines de demandes lancées en même temps, il se souvenait de chacune.
Plus impressionnant encore, il libéra toute l'étendue de ses pouvoirs magiques. Travaillant à une vitesse fulgurante, Vivia lui demanda s'il était vraiment raisonnable de brûler ainsi tous ses sorts d'un coup. Il répondit qu'il n'y avait tout simplement aucun autre moyen de tenir le rythme. En voyant son talent en action, Atelier ne pouvait que le fixer, la bouche grande ouverte d'admiration. La scène bascula alors vers un vieux souvenir, un petit enfant abandonné errant dans les rues sous la pluie, tandis que d'autres enfants passaient en souriant sous leur parapluie. Celui-ci n'avait pour seule protection qu'une cape en lambeaux et se nourrissait des restes de viande trouvés au sol. Trempé et grelottant, l'enfant restait assis là, dans une détresse silencieuse, tandis que la pluie ruisselait sur sa tête. Une femme qui passait laissa tomber son portefeuille. L'enfant le ramassa et le lui rendit. Touchée par la gentillesse du garçon, la femme l'emmena dans le restaurant où elle travaillait pour lui offrir. Il ne savait même pas tenir correctement une cuillère. Mais au moment où il goûta le plat, ce fut comme si tout son univers s'illuminait de 1000 couleurs. La joie fut si intense qu'il ne put s'arrêter de manger, les larmes coulant sur ses joues à chaque bouchée. De retour au présent, Denis se réveilla après s'être évanoui. Il tenta de se relever, le corps brûlant de fièvre, mais les enfants l'en empêchèrent. Inquiet pour le restaurant, il voulut s'en occuper, mais Bockel lui rappela qu'en l'état, il n'avait pas à se faire de soucis. Ils avaient déjà fermé pour la journée, incapables de continuer à travailler. Denis s'excusa et se rallongea. Atelier replaça la poche de glace sur son front. Le chef lui demanda pourquoi elle semblait si abattue, et Vivia expliqua qu'elle avait eu une peur bleue. Elle craignait qu'il ait attrapé quelque chose de grave, ou même qu'il ne se réveille jamais. Denis eut un léger rire et l'assura que ce n'était rien de sérieux, avant de se rendormir. Vivia ajouta que, d'après le médecin, ce n'était sans doute qu'un simple rhume, même si la jeune mage soupçonnait qu'il s'agissait surtout d'un épuisement dû au surmenage. Henrietta confirma qu'il n'avait pas pris un seul jour de repos depuis son retour de la capitale. Vivia prévoyait de lui donner un peu de médecine à son réveil, mais d'ici là, il devait absolument se reposer. Sur ces mots, tous les enfants quittèrent la pièce, à l'exception d'Atelier, qui insista pour rester auprès de celui qui, désormais, était pratiquement comme un père pour elle. Pendant ce temps, les autres, bien qu'ils sachent pourquoi le chef s'était effondré, restaient inquiets que ce soit plus grave. Ils cherchèrent donc un moyen de l'aider. Quelqu'un proposa de préparer un porridge nourrissant, et l'idée fit l'unanimité. Après tout, une bonne alimentation était essentielle pour retrouver la santé. Henrietta, la plus enthousiaste du groupe, enfila son armure complète pour éviter de se brûler au fourneau. En pensant aux ingrédients, elle attrapa une énorme pièce de viande et ne put s'empêcher de l'imaginer parfaitement grillée. Vivia, elle, se demanda à quel moment cet écervelé avait oublié qu'il faisait un porridge. Impassible, Henrietta saisit un énorme couperet pour tailler la viande, donnant l'impression un instant qu'elle allait fendre le restaurant en deux. Vivia se précipita pour l'arrêter avant qu'elle ne détruise la cuisine du chef. C'est alors que Bachel entra avec un seau de glace pour Atelier et tomba en plein sur le chaos provoqué par les enfants. Au milieu de tout cela, Sestovitch, ayant entendu le vacarme depuis l'extérieur, fit irruption dans le restaurant pour comprendre ce qui se passait. Dans la chambre de Denis, le sac de glace qu'il avait sur la tête glissa et tomba par accident. Atelier prit sa température. Elle était encore élevée. D'une manière ou d'une autre, la pauvre jeune fille se sentit responsable de son épuisement. Après tout, il avait dépensé jusqu'à la dernière once de S et force dans cette salle d'audience pour la sauver. Grâce à Denis, elle avait obtenu une seconde chance dans la vie. Pour cela, elle lui était assez reconnaissante pour replacer le sac de glace sur sa tête, un sourire aux lèvres. Dans le passé, un homme cria que cette fois, Denis ne s'en tirerait pas avec ses bêtises. Accroché à une fenêtre comme un singe, vêtu d'une tenue de cuisinier, le garçon protesta qu'il ne faisait qu'aider à la cuisine, puis sauta au sol et s'enfuit en courant. La femme qui l'avait recueilli s'approcha pour demander ce qui s'était passé, et l'assistant expliqua que le garnement s'était encore amusé à faire des farces. Cette fois, il avait trafiqué le chou coupé en julienne que le cuisinier avait préparé, le hachant encore plus finement. L'homme grommela que le gamin avait oublié tout ce qu'il devait au chef pour l'avoir accueilli. La femme admit que Denis n'était pas du genre à bien accepter les réprimandes, et l'homme soupira en disant que le garçon resterait gâté et n'écouterait jamais personne. Mais elle
Elle croyait qu'un jour, Denny comprendrait, car c'était simplement dans sa nature. Du coin de l'œil, le garçon entendit la conversation et cela sembla le toucher profondément. Un jour, Denny s'entra en trombe, un large sourire aux lèvres, après avoir enfin réussi à préparer du riz frit où chaque grain restait parfaitement séparé. Il fit irruption dans le restaurant, bol en main. Un des serveurs pensa le gronder. Après tout, cet établissement était bien trop chic pour un tel vacarme, mais il décida finalement de laisser faire le destin. Tout joyeux, Dennis regarda autour de lui, se demandant que faire de sa précieuse création. C'est alors qu'une femme à proximité fit remarquer combien cela sentait bon. Une cliente, intriguée, s'exclama qu'il était impressionnant qu'un restaurant aussi prestigieux que le Black's ait un cuisinier si jeune et talentueux. Ravie, Dennis lui proposa d'y goûter. Mais à peine l'eut-elle mis en bouche qu'elle faillit le recracher sur le champ. En quelques secondes, plusieurs membres du personnel accoururent pour l'aider, jusqu'à ce que la chef elle-même arrive pour voir ce qui se passait. Elle comprit vite que Dennis avait servi à la cliente quelque chose de douteux. Prenant le riz frit des mains du garçon, elle lança un sort rapide sur le plat, puis servit exactement la même portion à la femme. Cette dernière, encore méfiante, prit une bouchée hésitante, et cette fois, ses yeux s'illuminèrent. La chef expliqua que son apprenti avait tout simplement oublié d'ajouter un ingrédient essentiel. Plus tard, Dennis s'approcha d'elle, l'air penaud comme un chiot coupable, s'excusant d'avoir utilisé une étrange capacité sur la nourriture. La femme saisit l'occasion pour lui rappeler l'importance d'employer le bon type de magie. En entendant cela, Dennis éclata en larmes, persuadé d'avoir créé quelque chose de merveilleux, alors qu'en réalité, il n'en était rien. Elle le réconforta doucement, lui disant qu'il devait encore étudier davantage, mais aussi apprendre à écouter les autres. Après lui avoir promis de s'y appliquer, Dennis osa lui demander comment elle avait réussi à sauver le plat. Elle répondit que c'était un jeu d'enfant pour elle. Après tout, elle était connue comme la légendaire maîtresse du riz frit, et ajouta qu'un jour, lui aussi pourrait atteindre ce titre. 6 mots redonnèrent à l'enfant un élan d'enthousiasme. De retour au présent, Vivia demanda pourquoi Cestapitch était venu. L'avocat avoua être un véritable passionné de magie et qu'il était venu lire l'un des volumes hérités par l'atelier. Mais pour l'heure, l'état de Dennis semblait préoccupant et l'aider importait plus que sa lecture. L'homme s'enquit donc de ce qu'il comptait préparer pour la chef et Henrietta, les yeux brillants, répondit « Une bouillie de riz ». À ces mots, Cestapitch déclara qu'il était temps de cuire le riz, à la stupéfaction des enfants. Tel un sage ermite sorti des montagnes, il expliqua qu'une fois le riz parfaitement cuit, commençait alors la véritable confection de la bouillie. La véritable discussion, précisa-t-il, devait porter sur la magie à employer pour obtenir le riz le plus raffiné possible. Selon lui, le roi des étranges dispositifs, Yusat, avait su combiner ses compétences de manière polyvalente et avait ainsi créé la magie en question. Avant de devenir avocat, Cestapitch avait été un chercheur passionné et il parlait donc en connaissance de cause. Bachel, en tant que « grand-moi », intervint pour rappeler que, selon les bases de la sorcellerie, il convenait d'utiliser la magie du feu. Mais le problème venait du fait que l'intensité des flammes variait selon l'imagination et le talent de celui qui les contrôlait. Vivia approuva, ajoutant que si le feu n'était pas constant, le riz pouvait aussi bien devenir sec que trop pâteux. C'est alors que Cestapitch proposa d'utiliser la flamme spectrale, produite par le feu fantôme. Sa chaleur pouvait être régulée selon la quantité de mana employée, ce qui permettait une cuisson bien plus précise. Henrietta, complètement perdue dans tout ce discours magique, se contenta de fixer le vide. Vivia prévint alors qu'il y avait un inconvénient à la flamme fantôme. Elle ne produisait pas la croûte dorée et croustillante au fond de la marmite. Ne voulant pas perdre cette délicieuse partie, Baskel suggéra de combiner la magie du feu classique avec la flamme fantôme. Cestapitch approuva, mais Vivia s'y opposa fermement, affirmant que cette combinaison rendrait à nouveau la chaleur instable. En sueur, Cestapitch admit qu'ils étaient dans une impasse. Pourtant, Vivia n'était pas prête à abandonner. Elle proposa d'utiliser une marmite imprégnée par des alchimistes de catalyseurs magiques de haute qualité, afin de forcer la température à rester constante. Baskel en eut presque les larmes aux yeux, réalisant que c'était peut-être leur seule option. Finalement, après tous ces allers et retours, Cestapitch trouva la solution. Ils utiliseraient à la fois la flamme fantôme et la flamme normale,
tout en compensant l'instabilité de la chaleur grâce à une marmite infusée de catalyseur pour la maintenir stable. Ainsi, il cuirait le riz le plus délicieux que le monde ait jamais connu. Avec cette décision prise, une nouvelle question se posa. Comment utiliser la magie pour transformer ce riz en un porridge parfait? Henrietta, épuisée par ce débat sans fin, n'aspirait plus qu'à ce que tout cela se termine. Heureusement, Vivia et Baskel décrétèrent une pause. Leur cerveau fumait à force de réfléchir. C'est alors que la pieuvre entra dans le restaurant, ayant appris que le chef était malade. Il apportait avec lui un catalogue présentant une boîte magique à riz, capable de produire un riz exceptionnel avec la fameuse croûte croustillante. Et en plus, il l'offrait à moitié prix. Comme si cela ne suffisait pas, ce modèle possédait aussi un mode spécial pour le porridge. Henrietta demanda si cela fonctionnerait sans flamme fantôme ni flamme classique, et le marchand la regarda fixement. Pourquoi, bon sang, quelqu'un ferait-il cuire le riz d'abord pour ensuite préparer un porridge? Il suffit de faire bouillir de l'eau, d'y jeter le riz cru et voilà, le porridge est prêt. En entendant cela, les 3 soi-disant mages souhaitèrent disparaître sous terre. Quoi qu'il en soit, ils abandonnèrent tous leurs plans compliqués et décidèrent simplement d'acheter la boîte magique. En suivant les instructions du manuel, il leur suffisait de la régler et de la laisser cuire le porridge à leur place. Atelier entra annoncer que la fièvre de Denny avait baissé, ce qui remplit Henrietta de joie. Le chef pourrait sans doute manger le porridge en sachant que ses amis l'avaient préparé pour lui. Atelier suggéra d'y ajouter des œufs pour le rendre encore plus nourrissant. 6 amis félicitèrent la fillette pour ses talents culinaires. Après tout, elle avait beaucoup appris auprès du chef principal. Selon Atelier, il fallait battre un œuf comme si on le tranchait. Bachel précisa que la seule omelette qu'elle pouvait manger était la version sucrée. Vivia, en revanche, affirma que pour elle, une véritable omelette devait avoir le goût du bouillon. Voyant Henrietta à nouveau confuse, elles lui demandèrent s'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait absolument pas manger. Après un court moment de réflexion, la blonde déclara avec assurance qu'elle n'aimait pas manger les chaussures en cuir. Bachel en eut presque les larmes aux yeux, tandis que Vivia lui demanda si elle était en train d'avouer qu'elle en mangeait vraiment. Henrietta expliqua que oui, sa famille en mangeait. Son père affirmait que les chaussures en cuir étaient faites de peau animale. En entendant cela, Bachel éprouva de la peine pour son amie, tandis que Vivia jugea préférable de changer de sujet. Plus tard, Denis se réveilla et vit Atelier entrer dans la chambre avec un bol de porridge aux œufs à la main. Dès la première bouchée, le cuisinier retrouva la chaleur qu'il avait ressentie autrefois lorsqu'il avait été recueilli par le chef du restaurant Black. Lorsqu'il complimenta le goût et demanda si c'était elle qui l'avait préparé, Atelier rougit, sourit et expliqua qu'elle avait battu les œufs exactement comme le chef le lui avait appris, comme si elle les tranchait. Puis elle ajouta que le porridge lui-même avait en réalité été préparé par la pieuvre, brisant instantanément ce moment tendre et plongeant le cuisinier dans une panique silencieuse.